c'est le secteur privé qui a été l'inventeur de la blockchain et du concept de monnaie numérique. Si les banques centrales ne prenaient pas la décision qu'elles sont en train de prendre et qui consiste à se lancer dans ce domaine, la monnaie numérique serait l'apanage des institutions privées. La monnaie numérique va contribuer à l'extinction du cash, pas immédiatement ou totalement, mais à la relative déperdition de vie du cash. Et vous avez raison de le souligner, le cash, c'est encore la seule forme d'usage de la monnaie qui soit anonyme. Du coup, le problème, c'est qu'en observant tout le monde pour contrer les criminels, on observe aussi tous ceux qui ont des rôles dissidents, les lanceurs d'alerte, les associations, les médias, la presse. Et c'est-à-dire qu'au final, on en vient à observer tout le monde et à bloquer des acteurs qui sont c'est vrai. Qui ont un rôle de dissident dans la société. Oui. Que pensez-vous par exemple du fait que le nombre de bitcoins en circulation soit limité à 21 millions maximum et qu'on fasse de la monnaie quelque chose de rare? Je pense que c'est une grande sécurité que le système s'est doté. Bienvenue à nos auditeurs, nous enregistrons aujourd'hui notre second podcast en compagnie de Jacques Delarosière. Nous allons parler de monnaie numérique de banque centrale, de Bitcoin et de ce qui caractérise pour nous une bonne ou une mauvaise monnaie. Cette émission fait suite à un long cheminement d'échanges que nous entretenons ensemble depuis plus de 3 ans. Je vais résumer votre situation pour ceux qui vous découvrent. Donc vous avez été notamment directeur du Trésor de 74 à 78, directeur général du FMI de 78 à 87, et gouverneur de la Banque de France de 87 à 93 notamment. Je tiens à souligner aussi le fait que vous n'êtes pas lié au développement du projet d'euro numérique en cours et vous allez donc pouvoir développer un avis libre et indépendant. Est-ce que vous allez bien tout d'abord avant de commencer? Merci, oui, je suis ravi de participer à cette émission sur un sujet que je ne connais pas très bien, mais vous m'avez un peu engagé à m'y intéresser. D'accord, ça va être un plaisir. Alors, je propose qu'on commence l'entretien en focalisant un peu sur l'euro numérique, donc le projet d'euro numérique de la Banque centrale européenne. Pour commencer, je vais lire une petite explication qu'on peut retrouver sur le site de la BCE qui explique leur projet. Donc, je cite, « Nous examinons avec les banques centrales nationales de la zone euro l'opportunité d'émettre un euro numérique. Il s'agirait d'une monnaie numérique de banque centrale qui serait équivalente aux espèces, mais sous forme électronique. L'euro numérique viendrait en complément des billets et des pièces et constituerait une solution de paiement supplémentaire. » Fin de citation. Donc, pour commencer, que comprenez-vous de ce projet d'euro numérique? Et pouvez-vous nous expliquer pourquoi la notion d'argent équivalent à de l'espèce, comme ils le disent, est importante et en quoi ça diffère de notre compte bancaire actuel? Oui. Le texte que vous m'avez cité est à prendre avec précaution. Le texte dit que les banques centrales étudient la manière de disposer d'un outil de plus que ceux dont ils disposent déjà. Donc c'est une addition, c'est quelque chose de supplémentaire. Je ne crois pas que la réalité soit exactement celle-là. Parce que ce n'est pas comme si dans un magasin, le manager du magasin décidait d'ajouter un article sur ses étagères pour les proposer aux clients. Il s'agit d'autre chose. Il s'agit en fait, pour la Banque centrale qui désire se lancer dans cette aventure, il s'agit de participer à une révolution technologique et non pas seulement à ajouter un article à ceux qu'elle a à sa disposition, mais à pénétrer dans un nouvel environnement qui est celui de la monnaie numérique et qui permet à la Banque centrale de concurrencer le secteur privé dans ce domaine. Si les banques centrales ne prenaient pas la décision qu'elles sont en train de prendre
et qui consiste à se lancer dans ce domaine, qu'est-ce qui se passerait? Il se passerait que la monnaie numérique serait l'apanage des institutions privées et que les banques centrales ne seraient pas participantes à cette nouvelle technologie. Et c'est le secteur privé qui a été l'inventeur de la blockchain et du concept de monnaie numérique. Et donc, je corrige un tout petit peu la citation que vous avez faite au début. C'est pas seulement d'ajouter aux billets, aux pièces, à la monnaie scripturale quelque chose de supplémentaire, c'est de pénétrer dans un monde qui n'est pas supplémentaire, mais qui est différent du monde de la monnaie que nous connaissons aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut comprendre que les banques centrales ne veulent pas que le système monétaire soit en quelque sorte influencé, modifié par la monnaie numérique du seul fait des participants privés. Elle veut être dans la concurrence. D'accord. Philosophiquement, vous avez toujours été plutôt opposé à ce que les banques centrales jouent le rôle des banques commerciales. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cette séparation devrait exister? Et pouvez-vous nous raconter aussi votre anecdote concernant les comptes de dépôt de la Banque de France à votre arrivée à la Banque de France? Oui, j'ai une conception qui est un peu différente de celle qui est habituelle aujourd'hui chez les banques centrales. Je pense que le rôle d'une banque centrale, c'est d'assurer la stabilité de la monnaie. Et c'est un rôle qui est très important parce que si on n'a pas une monnaie stable, l'économie ne peut pas être stable. La société ne peut pas être stable. Montesquieu l'avait très bien dit. Il avait dit, c'est l'argent qui est l'étalon de toutes les valeurs, de tout ce qui est produit, service, objet, production, quelle qu'elle soit, a un prix. Et ce prix, il est rattaché à une valeur, à une monnaie. Et il disait, supposez que l'étalon, c'est-à-dire ce qui permet de mesurer toute une série de choses incomparables d'un certain point de vue, mais avec un étalon, supposez que l'étalon perde de sa valeur, l'étalon lui-même, oui. C'est-à-dire le mètre avec lequel vous mesurez une distance. Supposez que le mètre change. À ce moment-là, vous n'avez plus de stabilité dans le système. Et donc, moi, je pense que, à la suite de Montesquieu, qui est un grand penseur, qu'il faut s'attacher à la stabilité de l'étalon, c'est-à-dire de la monnaie, qui mesure la valeur des produits et des services. Et si on se détache un peu de cet objectif central qui est la stabilité de la monnaie, on risque de faire passer peut-être au second plan la stabilité parce qu'on s'est assigné des objectifs différents de la stabilité monétaire qui peuvent être dignes de respect. On peut penser que les banques centrales ont un rôle à jouer dans la lutte contre le réchauffement climatique, la détérioration de la qualité de l'air, etc. On peut s'imaginer que les banques centrales ont un rôle à jouer dans ces domaines. Et d'ailleurs, elles se sont laissées prendre à ce jeu en étant de plus en plus intéressées et intrusives dans le domaine de l'écologie. Et il en est de même
pour la monnaie numérique. Si les banques centrales s'attachent à faire du numérique une de leurs priorités, ce que je comprends maintenant être le cas, le risque, c'est que la stabilité monétaire passe au second plan. La deuxième chose que je critique dans cette intrusion des banques centrales dans le numérique, c'est qu'elles vont faire concurrence au privé. Et elles n'ont pas découvert la technologie de la monnaie numérique. C'est le privé qui l'a découverte. Et elles se disent, je ne veux pas rater le train, je veux être parmi les concurrents. Et c'est sur ce point que se greffe l'anecdote à laquelle vous vous référez. L'anecdote est la suivante. Je suis arrivé à la Banque de France un certain jour de janvier 1987. J'avais encore mes bagages dans les couloirs. Je venais du Washington où j'avais dirigé le Fonds monétaire international. Et j'ai passé une journée, normalement, avec les collaborateurs les plus proches que j'aurais dans l'avenir, et qui étaient les directeurs généraux et le secrétaire général. Et ils m'ont parlé de la banque, ils m'ont parlé des objectifs de la Banque centrale, etc. Pendant toute une journée, j'ai beaucoup appris de choses. Et à la fin de la journée, on s'est séparés pour rentrer à la maison. Et le secrétaire général, qui est un monsieur très digne, très Banque de France classique, m'a apporté un formulaire et il m'a dit, monsieur le gouverneur, je voudrais que vous signiez le formulaire ici, là, en bas et à droite. Alors je lui ai dit, qu'est-ce que c'est que ce formulaire? Il m'a dit, c'est un formulaire qui vous permet d'avoir un compte à la Banque de France comme il est d'usage pour les gouverneurs. Alors, je me suis un peu reculé. Je lui ai dit, mais j'ai un compte dans une banque commerciale. Pourquoi voulez-vous que j'aie un compte à la Banque de France? Il m'a dit, c'est pour vous verser vos émoluments. J'ai dit, vous pouvez faire un virement auprès de ma banque, c'est très facile. Alors il m'a dit, oui, mais c'est l'usage que les personnalités de haut rang, et en particulier le gouverneur de la Banque de France, bénéficient d'un compte auprès de la Banque de France. Alors j'ai réfléchi et je lui ai dit, écoutez, vous venez de m'expliquer pendant toute la journée que le rôle de la Banque de France, c'était d'assurer la stabilité du franc, parce qu'à l'époque, c'était encore le franc. Et là, vous me dites en fin de journée que vous voulez m'ouvrir un compte de caractère commercial à la Banque de France. Je vais vous décevoir peut-être, mais je vais vous dire que je refuse l'ouverture de ce compte. Parce que je pense que c'est un mauvais message que je donnerais. Je donnerais le message que je trouve normal, puisque j'adhère au système, je trouve normal que la Banque de France ouvre des comptes particuliers à des clients privés. Je pense que ce n'est pas son rôle. Et si vous faites ça, pendant que vous faites ça, vous ne faites pas la stabilité monétaire. Donc, alors, il était vraiment effondré, parce qu'il m'a dit, oui, mais le message va être... J'ai dit, le message va être très positif. Vous pensez qu'il va être négatif parce que vous parlez en termes de concurrents, mais en réalité, il sera très positif parce qu'il va amener les gens à penser quel est le rôle de la Banque de France. Ce n'est pas de tenir des comptes particuliers. Alors on s'est séparés, je n'ai pas eu de compte à la Banque de France, c'était des comptes magnifiques où il y avait des carnets de chèques avec écrit Banque de France à l'ancienne, en caractère gothique, c'était superbe. Et ça donnait quelquefois l'impression aux gens qui avaient un compte ouvert à la Banque de France qu'ils étaient dotés d'une sorte de dignité supplémentaire. Et alors je lui ai dit, moi je ne tiens pas du tout à ça, je veux que mes opérations continuent d'être exécutées par des banques commerciales qui sont tout à fait capables de tenir mes comptes. Et j'ai réussi, après pas mal de travail d'ailleurs, à obtenir que la facilité qui consistait à ouvrir des comptes auprès de la Banque de France était supprimée
pour les nouveaux arrivants et qu'on laissait les détenteurs de comptes finir leur vie avec leur compte à la Banque de France, mais on ne renouvellerait pas l'opération. Alors c'est une petite anecdote, mais quand on pense à la monnaie numérique, je visionne cette fin de journée à la Banque de France en 1987 parce que je me dis que ce n'est pas le rôle de la Banque centrale de faire du commerce privé. Et quand je les vois pénétrer dans l'univers du numérique, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire de la banque de proximité. Ils vont faire de la concurrence. Et nous y reviendrons dans un instant. Mais donc voilà la raison pour laquelle je pense qu'il faut séparer les rôles. La Banque de France, c'est la stabilité de la monnaie. Les institutions privées, c'est la compétition en matière de comptes, de paiement, de facilité, etc. Et donc, j'ai une position plus restrictive. Alors, la Banque de France et les banques centrales, notamment la Banque européenne, vont me dire que je les prive d'une possibilité d'agir sur un espace monétaire nouveau qui est celui du numérique et que de ce fait, je vais priver, si vous voulez, les autorités des banques centrales d'une capacité d'intervention dans ce domaine. Et c'est une question qui est importante, qui se pose ces jours-ci, ces temps-ci, et je ne suis pas convaincu par l'argument contrôle, intervention, parce que je ne suis pas sûr que ce soit ça le rôle de la Banque centrale. Que la Banque centrale, à travers les mécanismes de Bâle et de régulation, contrôle l'usage de la monnaie numérique, je suis 100% d'accord. Mais contrôler l'usage de la monnaie numérique, ça ne veut pas dire faire de la concurrence au privé dans le domaine du numérique. C'est comme si vous disiez non, les gendarmes ne doivent pas être le long d'une autoroute pour vérifier la vitesse de conduite des conducteurs, ils doivent participer au trafic de l'autoroute. On dirait, mais vous êtes fous, le gendarme il est là pour surveiller, il n'est pas là pour faire des excès de vitesse ou pour, au contraire, ne pas en faire. Et c'est un peu la même chose. On peut très bien contrôler l'usage du numérique sans faire partie de la famille qui travaille sur le numérique. Voilà. Alors, je suis de cette idée, c'est un peu une idée conservatrice, traditionnelle, mais je suis d'autant plus convaincu qu'il faut regarder de très près cette question, que les banques centrales se sont laissées distraire depuis 20 ans de leur objectif fondamental, qui était la stabilité de la monnaie. Parce qu'ils ont laissé des bulles d'actifs se créer à travers leur politique déraisonnable de taux d'intérêt zéro en termes réels. Ils ont donc fait proliférer les bulles d'actifs, la croissance du crédit, et à un point tel que ça a généré l'inflation en 2022. Et donc, comme ils n'ont pas été suffisamment avertis, vigilants, préoccupés de la stabilité monétaire, ils ont fait d'autres choses. Et je pense que c'est un peu une vérification de ce que je disais sur le rôle qui doit être séparé, celui de la stabilité et celui de la vie des paiements et de la concurrence. Alors, je me suis donc, dans ce débat
posé en opposant D'accord, oui. à cette volonté des banques centrales, je n'ai pas été écouté. Mais je ne suis jamais écouté, ni sur la politique monétaire que je critique depuis 20 ans. Et donc, je ne suis pas surpris de ne pas être écouté, mais je suis préoccupé de ne pas l'être. D'accord. Oui. Bah moi, ça fait depuis un moment que j'étudie le sujet de la numérisation de la monnaie, et je m'attendais initialement à ce que les banques commerciales soient concurrencées par des acteurs qui sont nés dans le numérique, comme les banques en ligne, les GAFA ou les crypto-monnaies. Mais avec ce projet d'euro numérique, je suis amené à penser que la concurrence pourrait aussi venir d'un endroit là où je ne l'attendais pas, c'est-à-dire de la banque centrale elle-même. Vous avez, à titre professionnel, un rôle de conseil auprès de la BNP. Et en tant que conseiller et économiste, est-ce que vous parlez de ces bouleversements? Est-ce que ça les intéresse? Est-ce qu'ils voient cela arriver? Et... Oui, la réponse à votre question est positive. Nous sommes en train d'étudier, les équipes techniques de BNP Paribas sont en train d'étudier les conséquences de l'entrée des banques centrales dans le paysage du numérique. Et nous avons eu plusieurs réunions sur ce sujet. Il y a toute une série d'études qui sont menées. Et évidemment, un des aspects qui intéresse une banque commerciale comme la BNP, c'est le risque possible d'une concurrence, je ne dirais pas déloyale, mais d'une concurrence privilégiée. Et je veux m'exprimer sur ce sujet. Quand vous êtes une banque, ou quand vous êtes une non-banque, c'est-à-dire une compagnie d'assurance, un fonds de gestion de fortune, quand vous êtes une institution privée, vous n'avez pas de garantie, sauf la qualité des fonds propres que vous avez pu mettre de côté ou les contraintes de liquidité que le régulateur vous impose. Il faut qu'une banque soit relativement liquide pour qu'elle puisse faire face à des occasions difficiles. Mais on n'a pas 100% de fonds propres par rapport à ces engagements quand on est une institution financière. On a les fonds propres, ça représente à peu près 20% maintenant du total des engagements des banques. Donc il y a un risque. Le jour où la Banque centrale sera une concurrente des banques commerciales, elle ne sera pas soumise à ce principe de la non-garantie totale et du caractère limité des fonds propres. Pourquoi? Parce que la Banque centrale dispose d'une baguette magique qui n'est pas celle dont disposent les banques commerciales et qui consiste à dire en cas de difficulté, j'utilise ma baguette magique, ma faculté de créer de la monnaie fiat, de la monnaie tant que j'en veux, et par ma création. Et donc, vous n'avez aucun souci à avoir sur la sécurité des fonds que vous allez mettre dans ce nouveau système numérique, parce que s'il y a une difficulté, moi, je peux agir en tant que fabricant de monnaie classique que je peux vous garantir. Alors ça, c'est de la concurrence qui n'est pas une concurrence égale, parce que les banques commerciales ne peuvent pas dire ça. Et donc, la crainte que les banques commerciales et d'autres institutions privées peuvent avoir, c'est que finalement, cette garantie de seconde ligne que la Banque centrale possède sur tous ses engagements ne soit une incitation très forte aux clients privés d'aller, plutôt que d'aller vers les banques commerciales, d'aller vers la Banque centrale. Et qu'il y ait un véritable siphonnage de fonds scripturaux vers la Banque centrale, parce que la Banque centrale, c'est plus rassurant. Alors ça, il faut s'y préparer. Les projets tels que je les connais, qui sont en train d'être examinés à Francfort par la Banque centrale européenne, sont des projets qui tiennent compte
de ce risque de siphonnage de la clientèle vers les banques centrales. Et d'après ce que je comprends, mais les choses ne sont pas du tout stabilisées encore. Ouais. D'après ce que je comprends, les comptes numériques que les particuliers pourraient avoir directement auprès de la Banque centrale seraient plafonnés, quelques dizaines de milliers d'euros. Et ce plafonnement, c'est une manière de répondre aux banques, ne soyez pas trop soucieuses de cette possibilité d'aspiration des comptes vers la Banque centrale, parce que nous allons limiter, avec un plafond fixe, le montant des monnaies numériques en équivalent euro que les gens peuvent avoir. Alors, c'est une manière effectivement de réduire le problème de la concurrence déloyale, mais c'est aussi une grande complication, parce que supposez que vous êtes en train de faire une transaction auprès de la Banque centrale, parce que vous êtes un client du numérique Banque centrale, et que, je ne sais pas, c'est une transaction immobilière, vous avez besoin d'1 million. Mais vous n'avez que 100 000 de plafond à la Banque centrale. Alors vous allez dire, mais écoutez, mais moi j'ai de l'argent dans une banque commerciale, il n'y a qu'à faire un virement. Et cette difficulté de faire tenir toutes les transactions dans un plafond est une difficulté réelle. Parce que si vous donnez un peu d'élasticité au plafond et que vous dites, oui, bon, vous avez besoin d'1 million, vous avez droit à 100 000, je vous autorise à sortir 900 000 de votre compte en banque pour alimenter la transaction. Si vous faites ça, vous réduisez la valeur du plafond comme une protection des banques. Mais si vous ne le faites pas, vous empêchez les transactions de se faire. Et donc, le système qu'ils ont prévu, mais ça, ne le diffusez peut-être pas parce que je ne suis pas sûr de ce que je dis, mais le système qui est prévu, c'est que lorsque le plafond limiterait la transaction possible auprès de la Banque centrale, il y aurait quand même des possibilités d'aspiration du compte banque commerciale vers la Banque centrale. Et que ces possibilités d'aspiration sont très compliquées parce que la banque commerciale verrait des virements hors de ses comptes vers la Banque centrale et ne serait pas en mesure, à cause de la complexité et de la diversité des opérations, de savoir si ces virements sont justifiés ou pas. Et aujourd'hui, quand vous faites un virement dans une banque à partir d'un certain montant, on vous demande pourquoi. Et donc, la comptabilité bancaire qui permettrait de cerner à tout moment la validité de ces virements aspirants auprès de la Banque centrale constitue un véritable problème. C'est un problème de détail, si vous voulez, mais qui est important dans son principe. Donc, on va changer de système. Alors, je vais m'élever un peu pour qu'on comprenne bien. Le système actuel, on croit que ce sont les banques centrales qui créent la monnaie. C'est une erreur. Les banques centrales ne créent pas de la monnaie. Elles créent de la monnaie divisionnaire, c'est-à-dire des billets, des pièces, et elles permettent, ou elles imposent, selon les cas, aux banques commerciales d'avoir ce qu'on appelle des réserves logées dans le bilan de la Banque centrale. Réserves qu'elles peuvent utiliser à des fins diverses. C'est ça, la création monétaire par la Banque centrale. Ça représente, dans l'ensemble monétaire qu'on appelle M2, M3, etc., ça représente à peu près 10%. Donc les banques centrales créent 10% de la monnaie. Et les 90%, c'est qui? C'est les banques commerciales. Quand vous allez dans une banque commerciale et que vous demandez à votre banquier un crédit pour acheter un appartement ou une voiture, quelle est la première chose lorsqu'il vous accorde ce crédit? Quelle est la première chose qui se fait? On vous ouvre un compte à la banque qui vous prête de l'argent. Et on crée à ce moment-là de la masse monétaire
c'est-à-dire M2 ou M3. Donc, ce sont les prêts qui créent la monnaie. C'est les Anglais qui avaient un adage qui est trop souvent oublié aujourd'hui et qui était Loans make deposits. Les prêts font les dépôts. Dès que j'obtiens un prêt, la première chose que je fais avant d'utiliser ce prêt, c'est d'avoir un compte à la banque. Et après, je peux le transférer à un autre compte, mais ça reste dans la masse monétaire. Alors, ça, c'est 95% à peu près de la création monétaire. Le nouveau système, il va être différent. Parce que le nouveau système, il ne dépend pas des banques commerciales. Le système actuel dépend entièrement des banques commerciales. Et la politique monétaire ne peut s'exercer qu'à travers les banques commerciales. C'est-à-dire qu'on peut limiter la liquidité des banques commerciales par des obligations réglementaires, on peut faciliter les financements par les banques commerciales ou au contraire les rendre plus difficiles. Mais à l'avenir, la monnaie numérique ne passe pas par les banques commerciales. Elle peut être manœuvrée par les banques commerciales, et elle le sera, mais elle n'est pas inhérente aux prêts effectués par les banques commerciales, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc, vous passez d'un système où 95% de la création monétaire appartient aux banques commerciales, à un système où je ne sais pas quel sera le pourcentage, parce qu'il continuera d'y avoir des crédits faits par les banques et donc des ouvertures de crédit, des ouvertures de comptes, que ça continuera. Mais ça ne continuera pas au même rythme, parce que, pour deux raisons. La première, c'est que les possibilités de prêt ne seront peut-être plus limitées aux banques commerciales. Peut-être qu'on pourra avoir des prêts numériques, des prêts effectués par des institutions qui ne seront pas des banques, mais qui seront des quasi-banques et qui, avec des algorithmes, pourront mesurer votre capacité à repayer, évaluer des scorings et vous faire du crédit numérique. Et à ce moment-là, vous chantez complètement la banque commerciale. Et donc, ça ne sera plus 5% créés par la Banque centrale, 95% de monnaie créée par les banques commerciales, ça sera quelque chose de différent. Mais où les banques commerciales seront, sinon marginalisées, du moins maîtresses du jeu. Et c'est ça le changement fondamental. La banque centrale aujourd'hui voudrait bien vous faire du crédit. Elle ne le peut pas, parce que ses statuts lui interdisent. Il lui permettait autrefois, avant moi, d'ouvrir des comptes, mais pas de faire du crédit. Le nouveau système va permettre aux banques centrales, qui auront des facilités d'ouvrir des comptes numériques à des particuliers, de faire du crédit direct, sans passer par les banques commerciales. Et c'est ça la révolution profonde du système. C'est que les créateurs de blockchain, les créateurs de la monnaie numérique, qu'est-ce qu'ils veulent en réalité? Ils veulent se débarrasser des institutions centralisatrices, qu'elles soient banques commerciales ou qu'elles soient banques centrales. Et là, ils ont la possibilité d'avoir l'utilisation de monnaie, une monnaie numérique qui répond à des critères différents et à des formules mathématiques. Ils peuvent recourir à ces crédits sans, et j'appuie sur le mot sans, recourir à des intermédiaires banques commerciales. C'est ça la semence que vous êtes en train de planter. C'est que on se dirige vers un système où le crédit pourra se faire, quelque institution que ce soit, facilement, où les virements entre comptes pourront se faire directement de M. Dupont à M. Durand, sans passer par une banque commerciale. Et donc, vous allez avoir un système plus fluide,
plus décentralisé, plus libre à certains égards, et, donc c'est un changement très profond. Alors, les banques centrales veulent se mettre dans cette révolution technologique. Bon, je vous ai dit quelles étaient les raisons de principe qui me faisaient penser que c'était une erreur. Mais elles vont commettre cette erreur. Et les travaux avancent, ils seront prêts dans quelques années, et vous aurez de la banque de détail qui sera faite par les banques centrales en parallèle avec des institutions qui seront évidemment désavantagées par le fait qu'elles n'auront pas une sécurité à 100%. Et donc, on va se lancer dans une grande aventure où on ne sait pas quel sera le destin futur des banques commerciales. À mon avis, elles vont continuer à avoir une primauté, mais ça va se déliter petit à petit. On aura des échanges directs entre participants et on essaiera de marier deux choses qui, à mon avis, sont contradictoires. La première, c'est la traçabilité de toutes les transactions, parce que le système est conçu, je dirais, opérationnellement de telle sorte qu'on garde la traçabilité, et en même temps qu'on revendique la liberté de transaction et son anonymat. Il est évident que ou c'est la traçabilité dans un registre et c'est pas l'anonymat, ou c'est l'anonymat, mais alors il n'y a plus de registre central. Et c'est plus du tout le système qu'on est en train d'étudier. Donc, il y a une contradiction entre le désir de liberté, qui est celui qui est à la base de toute cette monnaie numérique et des cryptos depuis des années, et d'autre part, le désir du système, pas seulement des banques centrales, mais le désir du système de conserver la trace des opérations successives. Personnellement, je ne crois pas que cette contradiction soit soluble. Et donc, il y aura un malentendu, c'est souvent le cas quand on n'arrive pas à déterminer des options claires. On dit, oui, c'est pas très clair, mais voilà, ça ira, ça marchera. Et on aura donc une contradiction au sein même du système. Alors vous aurez... La blockchain, c'est différent, parce que elle, c'est un actif qui est échangé entre un certain nombre de gens avec des règles très strictes de fonctionnement. Et là, vous pouvez avoir une blockchain, me dit-on, plus anonyme que la monnaie numérique dont nous parlons depuis le début de l'entretien. Avant de parler des crypto-monnaies et de Bitcoin plus en détail, moi je voulais dire que je ne crois pas tellement aux arguments avancés par la Banque centrale qui nous dirait que pour préserver les banques commerciales, on instaurerait des règles de limite de montant de 10 000 ou même 1 000, parce que c'est déjà des montants qui sont énormes pour nos besoins du quotidien. Et dans la mesure où ils promettent à 1 euro avec des échanges sans frais instantanés, pour moi c'est totalement disruptif par rapport au système actuel de paiement des banques commerciales. Oui, mais vous avez raison de dire ça. Et je vous ai dit que l'existence de plafonds allait entraîner des incohérences, des impossibilités. Mais on est dans une phase un peu de négociation entre les banques centrales et les banques commerciales. Ce n'est pas une vraie négociation, mais c'est quand même une phase où on échange. Et le rapport de force actuel fait que les banques centrales disent ne vous inquiétez pas, il y aura un plafond. Personnellement, je ne pense pas que ce plafond soit très réaliste. D'accord. Alors maintenant, on va toujours parler de l'euro numérique, mais plus axé sur les droits fondamentaux. Donc, craignez-vous que les monnaies numériques de banque centrale puissent nuire à certains droits des individus? Je pense tout d'abord au droit à la vie privée, dans la mesure où une institution centrale aura accès à toutes les données bancaires en temps réel de tout le continent de la zone euro. Et je pense aussi aux atteintes aux droits de la propriété privée, puisque la monnaie sera beaucoup plus facilement saisissable et censurable en quelques clics. Est-ce que la notion de vie privée a une notion importante pour une monnaie à vos yeux? Est-ce qu'il faut protéger ça? L'exemple actuel, c'est le cash, les billets, les pièces, qui jouit d'un très bon anonymat. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Il y a
le fait que la monnaie numérique va contribuer à l'extinction du cash, peut-être pas immédiatement ou totalement, mais à la relative déperdition de vie du cash. Et vous avez raison de le souligner, le cash, c'est encore la seule forme d'usage de la monnaie qui soit anonyme. Quand vous allez chez votre buraliste pour acheter des timbres, mettez quelques pièces sur le comptoir et personne ne saura jamais que vous avez acheté ces timbres. Personne. Et personne ne pourra le savoir. Le cash, c'est donc le dernier refuge de l'anonymat. Et le fait que les banques centrales soient si désireuses de tuer le cash peut donner l'impression que vous avez reflété dans votre question, qu'elles sont peut-être heureuses de contrôler la totalité des transactions. Et quand ce seront des transactions numériques qui vont remplacer en partie le cash, alors l'anonymat n'existera plus. Et donc on peut avoir le souci que les banques centrales veulent peut-être abuser de ce rôle qu'elles auront pour enfreindre les libertés individuelles. Personnellement, je ne le pense pas, parce que ce que je constate, c'est qu'avec le système actuel de monnaie scripturale qui domine, vous n'avez aucune espèce de garantie de privacy, aucune. Un pays comme les États-Unis qui déclare, en vous regardant dans les yeux, que les comptes possédés par le gouvernement russe ou des intérêts puissants privés russes dans les banques américaines ne valent plus rien, que ne sont pas retirables par les propriétaires de ces comptes, donne l'exemple parfait de l'atteinte aux droits individuels. On ne peut pas faire mieux. La Russie a des milliards de dollars dans des banques américaines, on lui dit « jamais tu ne pourras les toucher ». Et on t'oblige à un défaut public qui va t'humilier, qui va te faire baisser dans la réputation internationale. Vous êtes déjà au summum de la violation des droits individuels. Donc, la vérité, pour répondre à votre question, c'est que l'homme est fait, et les sociétés sont faites, et les gouvernements sont faits de telle manière que leur objectif fondamental, c'est d'obtenir ce qu'ils veulent. Et quand un gouvernement veut obtenir ce qu'il veut, il viole les droits individuels, le cas de la Russie, mais il y en a beaucoup d'autres, et il fait ce qu'il veut. Il a de la monnaie numérique, il fera ce qu'il voudra. Il a de la monnaie scripturale, il fera ce qu'il voudra. Et donc, je m'excuse d'être un peu cynique et peut-être un peu sceptique sur la valeur des droits individuels, mais je pense que les droits individuels, c'est très bien pour les discours, mais que quand on a besoin de les violer, on les viole. Et je me rappelle un diplomate américain, quand la querelle avec la Chine commençait, et que les Américains avaient l'air de mettre en cause le système multilatéral de commerce libre, etc. Et il avait répondu quelque chose de très vrai. Il avait dit, écoutez, nous, les États-Unis, on a créé le système multilatéral, donc on est favorable. Mais dans l'exécution, on est nationaliste quand on le doit, et on est multilatéraliste quand on le peut. Et c'était l'expression peut-être un peu plus sophistiquée de ce que je viens de dire. Ça veut dire quand nos intérêts sont vraiment en jeu, on n'est plus du tout multilatéral. On pose le poing sur la table et on fait ce qu'on veut. Quand on peut le faire, on est multilatéral, on respecte les droits, etc. Et c'est comme ça que le monde fonctionne, depuis toujours.
Et donc, il n'y a que l'intérêt public des États souverains qui, en dernière analyse, compte. Alors, la technicité de l'usage de la monnaie numérique ou pas numérique, ça, à mon avis, ça n'a aucun intérêt. D'accord. Ben, moi, je voulais quand même souligner, pour moi, l'importance de l'anonymat dans les transactions. Et je voudrais faire une petite comparaison avec les lettres ou les mails ou les messages qu'on peut adresser aux gens. Si demain, vos mails, vos SMS, vos appels, tout devient écouté par défaut, plus personne ne va agir comme il l'aurait fait naturellement s'il n'était pas observé. Et du coup, ça fausse les communications. Et aujourd'hui, le droit des communications est quand même relativement protégé et on reconnaît que c'est un droit à préserver. Mais pour moi, quand on observe et qu'on fait un système et qu'on crée un système dans lequel toutes les transactions sont observables et pour lesquelles on devrait se justifier dans chaque transaction et qu'on ne peut pas faire nos petits arrangements du quotidien, mais qui sont des arrangements que tout le monde fait dans sa vie de tous les jours, on nuit à la capacité des acteurs économiques, des individus ou des entreprises de dépenser leur argent et de manipuler leurs fonds comme ils le veulent et Oui. fausse... Oui, on peut très bien soutenir cette argumentation. On peut aussi soutenir une argumentation adverse, qui consisterait à dire, mais c'est une très bonne chose que les gens se sachent surveiller, parce que ceux qui sont des véritables malfrats, ceux qui font de la vente d'armes illégales, ceux qui font de la prostitution, de la vente de drogue, etc., ces gens-là, se sachant tracés par tout l'appareil des mails dont vous avez parlé, peut-être se freineront dans leurs mauvaises intentions. On peut dire ça aussi, qui est l'argument adverse. Mais du coup, le problème, c'est qu'en observant tout le monde pour contrer les criminels, on observe aussi tous ceux qui ont des rôles dissidents, les lanceurs d'alerte, les associations, les médias, la presse. Et c'est-à-dire qu'au final, on en vient à observer tout le monde et à bloquer des acteurs qui sont oui, mais ça, c'est vrai. Qui ont un rôle de dissident dans la société. Oui. C'est le monde décrit soi-disant, c'était l'année 1984 par Wells. Il avait prévu longtemps avant que le monde serait celui que vous décrivez, c'est-à-dire tout le monde serait surveillé. Et c'est évidemment un monde totalitaire. Que nous ne souhaitons pas. Alors, est-ce que la monnaie numérique peut être un facteur je ne sais pas, la monnaie scripturale est très surveillée. Je suis d'accord avec vous. Très surveillée. Moi, il m'est arrivé il y a quelque temps d'être interrogé au téléphone par mon banquier parce que je faisais un virement de quelques milliers d'euros. J'ai dit, mais de quoi vous vous occupez de quoi? C'est obligé maintenant, c'est dans notre réglementation, etc. Alors il a fallu que j'explique la raison de ce virement. Ouais. Ça n'avait aucun sens. Mais c'est vrai qu'avec la monnaie scripturale, vous pouvez faire la même chose. C'est vrai, oui, c'est vrai. C'est bien de le souligner, que c'est déjà le cas. Non, il n'y a que le cash. Oui, il n'y a que le cash. Mais si vous apportez des valises de billets pour faire une transaction, vous avez du mal aussi maintenant. Oui, pour les gros montants, il y a tout un système de... Donc, ça, oui. Je ne crois pas qu'il y ait de bonne solution à ce problème. Ce qu'on peut dire, c'est ce que vous avez dit, justement, c'est que la monnaie numérique est une manière de plus d'encrocher, si vous voulez, sur l'anonymat des transactions. Ça, c'est vrai. D'accord. Alors, pour évoluer dans nos questions, je vous propose de passer à un thème un peu différent. Donc, de nombreux systèmes monétaires prévoient la séparation de la monnaie et des États via des banques centrales qui sont dites indépendantes. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait aller plus loin en retirant la gestion de la monnaie des banquiers centraux? Alors, c'est notamment une position qui était défendue par le prix Nobel d'économie Friedrich Hayek, qui défendait la concurrence des monnaies et qui prônait l'abolition du monopole des banques centrales. Oui, moi, je suis assez prudent sur cette vue des choses. Il y a, en effet, l'école autrichienne a préconisé l'abolition des banques centrales et la mise en concurrence des banques.
Et l'école américaine de monétariste de Friedman de Chicago prévoyait également la possibilité de supprimer les banques centrales comme n'étant pas essentielles, parce qu'on peut très bien faire fonctionner une économie sans banque centrale. D'ailleurs, les États-Unis en sont un exemple particulier, puisque la banque centrale a été créée en 1913 et que le pays date de la fin du XVIIIe siècle. Ils ont vécu sans banque centrale pendant plus d'un siècle. Et ça pouvait fonctionner. Mais à cet argument de la concurrence, il y a un autre argument auquel je me donne un certain crédit. C'est que dans la vie courante, vous avez quand même besoin d'une stabilité de ce qu'on appelle le marché monétaire. Le marché monétaire, c'est quoi? C'est tous les jours, les banques s'échangent de la liquidité pour 24 heures, c'est-à-dire que c'est remboursable le lendemain, avec comme garantie des bons, des titres. C'est-à-dire que tous les jours, la banque A prête à la banque B contre une garantie donnée par la banque B en termes de sécurité, de ce qu'on appelle les securities en anglais, c'est-à-dire des titres. Et ça équilibre le marché. Parce que dans un jour, lundi, vous pouvez avoir une banque qui est à court de liquidité, c'est le hasard des transactions qu'il fait, et elle a besoin, si elle ne veut pas décrocher sur le marché, elle a besoin d'avoir de la liquidité pour boucler sa journée. Et elle la demande à la banque voisine. Et la banque voisine lui accorde avec un taux d'intérêt. Ça s'appelle le marché monétaire. C'est des marchés très courts, c'est des marchés en général à 24 heures. L'avantage d'avoir une banque centrale, c'est que lorsque le marché monétaire ne fonctionne pas très bien, c'est-à-dire que la banque B ne trouve pas une banque A ou une banque C qui lui prête de l'argent pour la journée, vous pouvez avoir des défaillances dans le marché interbancaire et avec des conséquences sur le plan de la sécurité des transactions qui peuvent être graves. Donc ce n'est pas une mauvaise idée d'avoir une banque centrale qui dise à la banque B qui ne trouve pas de prêteur, je vais te prêter, contre titre bien entendu, jusqu'à demain matin, parce que ça équilibre le marché. Donc c'est une intervention équilibrante. Et alors les purs partisans de la concurrence absolue disent mais non, mais on n'a pas besoin de l'aider cette banque B. Si elle ne trouve pas des prêteurs en fin de journée, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et laissez-la tomber. Mais en réalité, il ne faut pas la laisser tomber, parce que ça peut être des phénomènes purement épisodiques. Donc, ça, c'est le fonctionnement du marché monétaire. La deuxième chose, c'est qu'on a longtemps vécu avec des taux de change qui étaient fixes. Le franc, ça valait tant en dollars, tant en Deutschmark. Et pour assurer l'équilibre tous les jours de cette parité, de ce change, c'est commode d'avoir une banque centrale. Parce qu'il y a des moments où le change n'est pas bon et où la banque centrale peut apporter des devises au marché pour stabiliser le change. J'ai fait ça toute ma vie de banquier central. Et alors, les purs concurrentiels, gens comme Friedman vous disent, mais non, laissez le change flotter. Si un jour vous n'avez pas cette devise, laissez le franc tomber. C'est une erreur. Parce que si on veut une stabilité dans le système, il faut que les monnaies soient stables. Donc je pense que sur le plan du fonctionnement du marché interbancaire, sur le plan du fonctionnement du marché des changes, c'est une bonne chose d'avoir une institution centrale. D'ailleurs, elles n'ont pas été créées par des doctrinaires, elles ont été créées à la fin du XVIIe siècle, vers 1680, en Angleterre et aux Pays-Bas, par des marchands.
parce que les marchands étaient inquiets de l'instabilité quotidienne du marché. Et c'est pour ça qu'on les a créés. Et donc, je suis plutôt sceptique sur les arguments de l'école autrichienne, et je pense que c'est une bonne chose d'avoir une banque centrale. Seulement, il y a un grand mais que je vais élucider après avoir dit que j'étais favorable à l'existence des banques centrales. Le mais est le suivant. Il faut que les banques centrales limitent leur action à ce que je viens de dire, c'est-à-dire à la stabilité du fonctionnement du marché monétaire et international, et qu'elles ne se mêlent pas de faire de la banque privée, du numérique, de la lutte contre le réchauffement climatique. Non, qu'elles s'arrêtent de faire ces choses-là et qu'elles fassent vraiment leur boulot. Et qu'elles évitent de prêter à faible taux au gouvernement. Je vais vous donner une autre anecdote. Le jour où je suis pénétré dans la Banque de France, j'ai pénétré dans la Banque de France. Je vous ai raconté l'anecdote des comptes en banque. J'ai refusé d'avoir un compte auprès de la Banque de France. Mais qu'est-ce qu'on m'a appris pendant cette journée? Parce que je leur ai dit à la fin de la journée, c'est compliqué, tout le monde disait un peu ce qu'il avait envie de dire. J'ai dit, mais comment vous pouvez me résumer? Moi, j'arrive, j'ai jamais fait de politique monétaire, j'ai fait autre chose, mais j'ai pas fait ça. Et qu'est-ce que vous me conseillez? Et il y en a un qui a eu le courage de sortir des rangs et qui a dit, écoutez, monsieur le gouverneur, moi je vais vous dire, selon mon expérience, il y a deux choses importantes. La première, c'est que vous surveillez très attentivement le crédit par les banques. Parce que le crédit par les banques, ça crée de la monnaie. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et donc, si les banques font trop de crédit, nous allons avoir de l'inflation. Donc, surveillez le crédit bancaire. Deuxièmement, vous allez être sollicité par le gouvernement pour acheter des bons du Trésor. Parce que ça permettra d'éviter des spreads, c'est-à-dire des montées de taux d'intérêt trop fortes, si on le fait exclusivement sur le marché privé. Et il me disait, ce monsieur de la Banque de France, ça, c'est le danger le pire. Parce que si une banque centrale commence à financer le trésor public, c'est fini de la stabilité monétaire. Et je suis parti avec ces deux recommandations qui étaient d'ailleurs très exactes. Qu'est-ce que je vois après 15 ans de fonctionnement de la Banque centrale européenne? Je vois que le crédit privé n'a jamais été surveillé. Il a décuplé en l'espace de quelques années. Premier principe, non observé. Deuxième principe, le tiers de toutes les émissions de bons du Trésor de tous les pays de la Banque centrale européenne ont été achetés par la Banque centrale européenne. Donc le deuxième principe n'a pas été respecté. Et ça me rappelle un peu les dessins qu'on avait dans les revues d'enfants quand j'étais enfant. Il y avait un dessin qui s'appelait « Chercher l'erreur ». Alors il y avait deux pages qui se faisaient face, où c'était le même dessin. Un paysage, des gens qui se baladaient, etc. Mais il y avait une petite différence qu'il fallait trouver. Et là, je dis, moi, qui suis un vieil homme non écouté, je dis, cherchez l'erreur. Il y a deux choses importantes dans la monnaie. Surveiller le crédit, ne pas faire du crédit au gouvernement. On n'a fait ni l'un ni l'autre. On n'a pas surveillé le crédit et on a fait des tonnes de financement du trésor public. Cherchez l'erreur. Où est l'erreur? Eh bien, elle est dans la politique qu'on a menée depuis 15 ans. Et que personne, sauf moi et quelques économistes, mais extrêmement rares, moins des doigts d'une main, ont critiqué. Et donc voilà, je ne veux pas apparaître comme un héros ou une pression absolue, mais ce que je dis, c'est que la simplicité du message délivré par
un directeur général de la Banque de France, un vieil homme qui passait sa vie sur le marché. Et quand il m'a dit ces deux choses-là, je sentais qu'il avait profondément raison. Et ces deux choses-là ne sont même pas envisagées par les banquiers centraux d'aujourd'hui. Ils disent le crédit, c'est pas en mode de contrôler le crédit, alors que ça veut dire qu'ils se fichent complètement de l'évolution de la masse monétaire. Et l'autre chose, prêter au gouvernement, mais nous, on ne prête pas au gouvernement, on achète des titres publics sur le marché pour réguler le marché. En réalité, c'est de la blague. Ils achètent des titres gouvernementaux qui permettent de financer à bas taux des déficits qu'on ne corrige pas. Donc je suis très hostile à cette... Alors, c'est pour équilibrer la réponse. D'accord, oui. Je vous ai dit, je ne suis pas de l'école autrichienne. Je pense que c'est utile d'avoir des banques centrales, mais il faut que les banques centrales soient vraiment indépendantes des gouvernements et contrôlent le crédit. D'accord. Voilà. Donc, c'est ma vue des choses. Donc là, vous critiquez l'évolution du rôle des banques centrales qui a changé par rapport à l'époque où vous étiez à la Banque de France. Que pensez-vous d'un système monétaire comme Bitcoin dans lequel toutes les règles sont fixes, définies à l'avance et connues par tous les participants? Ça permet notamment une pure neutralité de la monnaie qui ne servira pas à des fins politiques. Et c'est un système dans lequel aucune institution peut décider de on va financer le développement durable, la qualité de l'air, on va stimuler l'économie et changer tous les 6 mois, tous les 2 ans. Oui, mais moi je suis tout à fait favorable à cette vue que vous avez. Je la prêche depuis des années. Le rôle de la Banque centrale n'est pas de fixer les taux d'intérêt à long terme. Il peut agir dans la journée sur les taux d'intérêt parce qu'il peut y avoir des pointes qui sont néfastes. Mais il ne peut pas fixer les taux à long terme. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 15-20 ans? On a fixé les taux à long terme. Et on les a fixés à quoi? Autour de zéro. Et si vous faites ça et que vous êtes banquier central, vous n'accomplissez pas votre mission, qui est de stabiliser la monnaie. Vous accomplissez une autre mission, qui est de décider que les emprunteurs, c'est plus important que les épargnants. Ouais. Alors ça, c'est un acte qui n'est pas monétaire, c'est un acte politique, qui consiste à dire, je vais favoriser, parce qu'ils ne vont pas avoir à payer des intérêts, je vais favoriser les gens qui veulent emprunter à tour de bras, parce que je pense que c'est favorable à la stimulation de l'économie. Quant aux épargnants, on leur donne zéro de taux d'intérêt, tant pis pour eux. Ils n'ont qu'à devenir des consommateurs et laisser tomber leur épargne. Alors c'est une vue folle, littéralement folle, c'est-à-dire une vue qui, normalement, devrait conduire à l'hôpital psychiatrique. Parce que la monnaie ne peut pas être le seul bien du monde qui a une valeur zéro. Ça n'existe pas, les valeurs zéro. Vous produisez de la farine, c'est pour vendre la farine à un certain prix, qui est celui qui est fixé par l'offre et la demande sur le marché. Mais vous ne pouvez pas dire, ma farine, je la produis, et elle a une valeur zéro. Ça, personne n'a dit ça. Si vous dites ça, on vous envoie à l'hôpital psychiatrique. Et pourtant, on l'a fait pour le bien le plus important du monde, qui est celui de l'argent. On a dit l'argent ne rapporte rien. Et ce qui s'est passé, c'est que les gens ont énormément emprunté, parce que, merci beaucoup, j'ai un appartement facilement achetable avec un crédit qui est proche de zéro, merci beaucoup, j'achète l'appartement. Le résultat, c'est qu'évidemment, les emprunteurs ont fait florès, il y en a eu énormément, ça a fait des bulles, le prix des appartements a monté, mais ça n'avait pas d'importance, puisque de toute façon, le crédit que j'avais était proche de zéro en rémunération. Et le résultat, ça a été la bulle financière qui a provoqué les 2 catastrophes de crise financière que nous avons connues en l'espace de quelques années, et que ça a découragé les investisseurs et les épargnants à long terme
de faire du long terme. Parce que quand vous demandez à un épargnant d'immobiliser son épargne pendant 10, 15, 20 ans, disons la durée d'un projet de transformation électrique ou écologique, et que vous lui dites, à la fin des 20 ou 30 ans où vous aurez immobilisé votre argent, non seulement vous n'allez pas être rémunéré, mais même vous allez avoir, et ça a été le cas il y a quelques années, une taxe à payer. Qu'est-ce qu'il fait s'il est rationnel? Il dit, ben, j'y vais pas. Je vais garder cet argent soit sous forme liquide sous mon oreiller, soit dans mon compte en banque, parce que je peux l'immobiliser, je peux le mobiliser, l'utiliser à tout moment. Certes, je ne gagnerai aucune rémunération sur ce compte en banque, mais je n'en aurais pas gagné non plus si j'avais acheté un bon du marché sur un crédit risqué. Et donc, Keynes avait très bien détecté ce problème. Il avait dit, si vous avez des taux d'intérêt trop bas, vous n'aurez plus d'investissement à long terme. Et depuis 20 ans, les investissements à long terme ont baissé et les bulles financières spéculatives ont énormément prospéré. Donc c'est un système qui ne peut pas être considéré comme, je dirais, mentalement acceptable. C'est un système déréglé, un système fou. Et le fait que ce système ait prospéré, parce que les Américains l'ont lancé, et que la Fed est la maîtresse de toutes les banques centrales, puisque le suivisme est total à l'égard des États-Unis dans tous les domaines. Alors nous avons suivi les États-Unis dans cette folie, et donc nous en payons maintenant amèrement les conséquences avec une inflation retrouvée. Et alors j'ai eu raison sur ce débat, et je suis d'autant plus réprouvé. Parce que quand vous avez eu raison dans un débat et que les autres ont eu tort, ceux qui ont eu tort vont presque vous reprocher d'avoir eu raison. Et donc c'est un no-win débat, c'est-à-dire que quand vous avez raison, vous avez tort, et quand vous avez tort, vous avez tort. Donc on ne peut pas gagner. Ouais. Je vais vous énoncer des propriétés de Bitcoin, du protocole qui sont inscrites dans les règles. On disait juste avant qu'elles étaient immuables, qu'elles ne pouvaient pas être modifiées, et qu'elles étaient connues de tous. Que pensez-vous par exemple du fait que le nombre de Bitcoin en circulation soit limité à 21 millions maximum, et qu'on limite, et qu'on fasse de la monnaie quelque chose de rare? Je pense que c'est une grande sécurité que le système s'est doté. Parce que comme c'est une monnaie active qui par définition est très tributaire de l'environnement, des rumeurs, des tendances qui peuvent changer, des modes, etc. Vous avez eu l'effet sur le Bitcoin de la mauvaise plateforme FTX qui a énormément chahuté le Bitcoin pendant quelque temps. Donc c'est un actif plus qu'une monnaie. Et cet actif, il est par définition très variable. Il a une volatilité qui est celle d'un actif, peut-être plus que d'un actif genre la valeur de Saint-Gobain ou autre chose. C'est plus marqué. Alors, ils ont eu raison de limiter leur capacité à accroître le monde du Bitcoin et d'en fixer une limite. Parce que ça rassure. Le fait qu'on ne puisse pas en créer à tout va, ça rassure sur la stabilité de l'instrument. Parce que si je peux en créer tant que je veux, l'instrument va perdre de sa valeur. Donc, c'est une sécurité utile que d'avoir fixé une règle plafond.
Euh, le problème, c'est est-ce qu'elle sera tenue, cette règle? Jusqu'à présent, je crois qu'elle a été, vous êtes en dessous du plafond. Oui, en fait, c'est une limite à 21 millions avec une libération progressive définie dans le temps. Et tout est prévu dans les règles du protocole pour que ça s'arrête à un moment. Et il y a toute une sécurité et plein de mécanismes dans le Oui, mais protocole. alors, ça ne peut pas s'étendre à ce moment-là. Non, quand ça sera fini, ça sera fini. Oui. Et en fait, l'objectif, c'était de mettre en circulation une masse monétaire qui est fixe, qui est finie, de dire on va désigner arbitrairement 21 millions parce qu'il faut désigner un chiffre. Sauf que se pose la question ensuite de comment on libère cette masse finie, comment on la distribue à tous les participants. Donc il y a eu une règle d'étalonnage dans le temps avec environ tous les 4 ans la création monétaire qui est divisée par 2 pour tendre vers 0 en 2140. Et à ce moment-là... Et il n'y aura plus du tout de création de nouveaux bitcoins. Oui, mais on travaillera sur l'existant. Oui, voilà, ça sera le marché libre de l'offre et la demande, des échanges, Oui, comme pourrait l'être le marché de l'or. Non, je crois que c'est une mesure de sécurité qui est utile et qui stabilise l'instrument à long terme. D'accord. Alors, après, il y a une autre caractéristique qui est la non-censurabilité des transactions, c'est-à-dire que, et aussi une autre encore qui va avec, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'intermédiaire. Donc le fait qu'il n'y ait pas d'intermédiaire et que ça soit incensurable, c'est-à-dire que vous-même, depuis votre salon ou depuis là où vous êtes, vous pouvez détenir en propre vos bitcoins comme si vous détenez un billet ou un petit lingot d'or. Et personne ne peut vous empêcher de les détenir à titre personnel, mais aussi de les envoyer. Et autrement dit, l'autre anecdote à laquelle nous ne sommes pas référés aujourd'hui, qui est l'anecdote de l'or balte, ne pourrait pas se produire avec le Bitcoin. Oui. Parce que je rappelle à nos auditeurs que l'anecdote de l'or balte, c'est la suivante. Les pays baltes, dans les années 30, étaient très inquiets des avancées allemandes sur les pays baltes et aussi des intentions soviétiques. Et pour protéger leurs réserves en or, ils ont logé une partie de ces réserves à la Banque de France, une partie à la Fed aux États-Unis et une partie en Angleterre. Et le temps a passé, ces pays sont devenus soviétiques, personne n'a pensé qu'ils pourraient devenir indépendants. Et il y a eu 2 attitudes qui se réfèrent à notre conversation. L'attitude de la Banque de France a été de conserver l'or balte et de ne pas céder à la demande soviétique qui consistait à le transférer à Moscou. On a dit non. L'or balte a été déposé par des déposants. Et ces déposants, nous attendons des ordres de virement de leur part, mais nous n'en avons pas. Et tant que nous n'en aurons pas, l'or restera à Paris. Et puis la deuxième attitude, c'était l'attitude britannique. Les Anglais, comme vous le savez, sont sportifs, sont purs dans leurs agissements. Ils ne sont pas comme les Français, des petits débrouillards. Et eux, ils ont utilisé l'or balte qui leur avait été déposé pour régler des différends qu'ils avaient avec l'Union soviétique. Ils avaient des crédits sur des nationalisations d'entreprises britanniques et ils se sont payés avec l'or balte. Alors, nous avons restitué l'or balte au moment de leur indépendance et les Anglais n'ont pas pu le restituer puisqu'ils avaient dépensé. Et alors, la question que je vous pose en tant que technicien du Bitcoin, c'est si, au lieu de nous remettre de l'or, les pays baltes nous avaient transféré de la monnaie Bitcoin, est-ce qu'il aurait été possible au gouverneur de la Banque d'Angleterre d'utiliser ce dépôt à des fins personnelles? Alors, à des fins de son pays. Alors, déjà, on peut imaginer que dans la mesure où les pays baltes étaient totalement envahis par l'URSS,
Dans tous les cas, que ce soit des lingots d'or ou des mots de passe, des clés de sécurisation pour détenir du Bitcoin, il aurait fallu dans tous les cas enlever ça du pays pour échapper à l'URSS. Mais on aurait pu imaginer tout simplement un ambassadeur de la Lettonie et de la Lituanie qui vont dans des ambassades en France ou au Royaume-Uni, c'est-à-dire dans des pays non envahis, et qui auraient tout simplement eux-mêmes gardé les clés de chiffrement pour utiliser leur Bitcoin. Parce qu'en fait, un Bitcoin, ça se conserve de façon numérique. Vous pouvez avoir ça dans votre téléphone ou dans des petits appareils spécialement prévus pour, mais il n'y aurait pas eu besoin de demander de l'aide d'un acteur externe au pays. Il aurait une ambassade dans un pays non envahi par l'URSS aurait suffi pour conserver les fonds sous forme de Bitcoin. Mais alors, ces instruments qui auraient été déposés, il fallait bien qu'ils soient déposés quelque part, alors, non? C'est vrai que si on part du principe qu'on dépose des bitcoins comme des lingots d'or dans une banque centrale, dans tous les cas, ça fonctionne de la même façon, c'est-à-dire que le porteur du bitcoin ou du lingot peut le déplacer librement. Donc, ça n'aurait pas résolu directement le problème. Si le bitcoin avait été transféré de la même façon que les lingots d'or, le Royaume-Uni et les États-Unis auraient quand même pu les dépenser. En revanche, on peut imaginer que des responsables politiques ou des militaires ou de ces pays qui étaient envahis auraient pu fuir et aller dans des zones libres et conserver eux-mêmes. Alors que conserver des grosses quantités de lingots d'or, c'est quand même plus difficile et l'utilité de la Banque de France se justifiait. Je ne suis pas sûr que le Bitcoin sécurise complètement des situations de ce genre. J'en suis pas sûr. À partir du moment où il est transféré, effectivement, ça... Oui, s'il est transféré, c'est comme le lingot. Oui, il faudrait qu'il ne soit pas transféré. Mais alors à ce moment-là, il n'y a plus d'anecdote. C'est plus la Banque de France, c'est la Banque d'Angleterre. C'est le pays qui a confiance en un ambassadeur et qui garde le secret. Voilà. C'est un peu différent. Bon, enfin, toujours est-il que on ne s'était pas préoccupé en Angleterre de préserver les intérêts du déposant. Ça, c'est vrai. Et c'était tellement gênant pour la Banque d'Angleterre que d'avouer qu'elle n'avait plus gardé le dépôt que moi je leur ai conseillé, je leur ai dit, écoutez, ne vous lancez pas dans cette histoire, donnez-leur de l'or. Alors j'ai dit, oui, mais ça c'est sur notre contingent à nous. J'ai dit, oui, sur votre contingent à vous. Ce n'était pas d'ailleurs des masses importantes, mais j'ai dit, si vous voulez continuer à avoir un tout petit peu de crédibilité internationale, il faut leur donner de l'or. C'est ça qu'ils vous avaient déposé. Les Américains, c'était différent. Ils n'avaient pas pris l'or. Ils avaient gardé pieusement l'or. Mais ils avaient comptabilisé des droits de garde qui étaient si élevés, parce que ça datait de 1935. Et là, on était en 1990. Et c'était si élevé, et ça se capitalise, les droits non payés, que ça avait bouffé toute la valeur de l'or. Donc vous aviez trois cas. Vous aviez le Français, qui était un notaire rigoureux et peu imaginatif, qui avait gardé l'or en disant « moi j'attends les instructions du propriétaire ». Vous aviez la Banque d'Angleterre qui a dit « qu'est-ce que c'est que ce truc-là, je me paye là-dessus ». Et comme ça, j'avantage mes intérêts. Et puis vous aviez l'Américain qui avait comptabilisé des droits de garde qui étaient tellement énormes qu'il n'y avait plus rien à gratter. Alors, les Américains ont d'ailleurs exonéré des droits de garde en fin de compte, parce que ça aurait été absurde. Si vous voulez, les malheureux pays ne pouvaient pas payer des droits de garde aux Américains, ils étaient complètement envahis. Et d'autre part, les Anglais ont été obligés de mettre un petit peu à contribution leurs propres réserves pour éviter, enfin je dirais, le ridicule. Si vous souhaitez écouter plus en détail cette anecdote, on avait déjà fait une vidéo où vous entriez vraiment dans les détails, donc c'est sur la même chaîne. Et pour conclure, j'aurais aimé vous poser une petite question sur votre carrière.
parmi vos différents postes, est-ce qu'il y a un poste que vous avez particulièrement aimé et un agissement, un accomplissement dans lequel vous êtes particulièrement fier? C'est-à-dire que au Fonds monétaire international, dont j'étais le directeur général, nous avons eu une grande crise qui a éclaté en 1981-1982. Et cette crise, c'était la crise de l'endettement d'Amérique latine. L'Amérique latine avait trop emprunté à des taux assez bas et ça leur avait permis de lancer un certain nombre de projets, mais leur endettement était devenu extrêmement dangereux parce qu'il était considérable. Et c'était un endettement qu'ils avaient contracté auprès des banques internationales. À l'époque, on ne faisait pas tellement usage de bons bonds sur le marché, on faisait plutôt usage de crédits directs octroyés par les banques centrales, les banques internationales commerciales, comme Citibank, Bank of America, etc., auprès du Mexique en particulier, mais il y avait aussi le Brésil. Et donc quand l'endettement est devenu massif, il y a eu un moment où les créanciers ont commencé à avoir peur de la non-capacité du Mexique de les payer et, comme à l'habitude, ils ont raccourci les durées de crédit et ils ont augmenté les taux d'intérêt. Et le Mexique n'a plus pu payer sur les réserves dont il disposait parce que son endettement devenait de plus en plus court et de plus en plus cher. Et ils sont venus me déclarer un jour de août 82 qu'ils allaient faire défaut sur l'ensemble de leur dette, qui était considérable. Et j'ai tout de suite compris que c'était l'annonce d'une crise mondiale, parce que les banques commerciales internationales, toutes les grandes banques, avaient trop prêté au Mexique, et que si le Mexique déclarait le défaut ouvert, par définition, leur créance à ces banques-là sur le Mexique tombait, devait être provisionnée à 100%, puisque ça ne valait plus rien, puisque vous ne pouviez plus du tout payer. Et ça aurait impliqué que les banques en question fassent faillite, parce qu'elles n'avaient pas les fonds propres nécessaires. Et donc, j'ai géré cette crise avec l'aide d'un ami à moi qui s'appelait Paul Volcker, qui était le gouverneur, le président de la Banque centrale américaine. Nous avons géré cette affaire par un standstill, c'est-à-dire que j'ai dit au ministre du Mexique, non, vous n'allez pas annoncer le défaut. Il voulait annoncer que lundi, il ne payerait plus. Je lui ai dit, vous n'allez pas faire ça. Mais il m'a dit, j'ai plus de réserve. J'ai dit, oui, vous n'avez plus de réserve, d'accord, mais vous pouvez ne pas annoncer. Et ce que vous pouvez annoncer, c'est que vous allez entrer dans une négociation avec le Fonds monétaire international, que vous allez réparer vos déficits de balance des paiements et que, entre-temps, vous allez avoir des secours d'urgence. Et alors, c'est ce qu'on a fait et ça a très bien marché. Et on a évité la faillite de tout le système financier mondial. C'est-à-dire, on a évité le désastre économique. Et ça, c'est une période très intéressante parce qu'il fallait concevoir la stratégie sans qu'elle vous ait été apprise par le moindre bouquin. Il fallait la concevoir intelligemment, en se disant, moi je disais toujours, dans une affaire de dette, il y a toujours deux parties. Il y a celui qui a prêté, le créancier, et celui qui a reçu, le débiteur. Et il faut que ces deux s'entendent. Parce que s'ils ne s'entendent pas, c'est le désastre. Alors c'est une conception très simple. Et s'entendre, ça voulait dire que les banques qui avaient prêté beaucoup d'argent au Mexique allaient en reprêter encore davantage pendant la période de transition et d'amélioration de la balance des paiements. Donc ça a été une période très intéressante et où j'ai pu faire des choses. Et une autre période intéressante, ça a été à Londres,
la prise en charge de la BERD, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Elle avait été présidée par un Français, malheureusement, qui avait fait des irrégularités très sérieuses et qui a été chassé de la banque par le conseil d'administration. Et on m'a demandé de prendre cette banque et de lui restituer son crédit international. Et donc c'était un exercice nouveau pour moi, qui était comment mobiliser le personnel, comment reprendre les fondamentaux de la banque qui étaient vicieux et les stabiliser, et comment redonner confiance à la fois au personnel et au marché. Et ça, c'était un défi différent des défis précédents, et je dois dire que ça m'a beaucoup apporté. Voilà, deux périodes intéressantes. D'accord. Ben, merci beaucoup d'avoir partagé ces deux anecdotes d'abord et d'avoir répondu à nos questions. C'était très intéressant, je suis sûr que ça plaira. Je suis très reconnaissant de ces questions très bien posées, et je crois qu'on n'en a pas oublié. La seule chose que je voulais peut-être ajouter, c'est que... Oui, non, je crois qu'on a traité toutes les questions que vous m'avez posées. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous.